Un grand merci, un grand bravo à Jean Gérard pour avoir, voilà, organisé ces rencontres, ces 10 ans. C'est, un événement important et avec Antoine, on est ravis d'y participer. Ouais, Voilà ouais. et peut-être qu'on va, comme, tu suggérais, chacun, échanger sur, notre expérience, ODU et voilà pour ma part, ben, rapidement, c'est, moi j'ai ça fait 20 ans, 25 ans que je travaille sur le vieillissement et Alzheimer, la prévention, et cetera. Et donc, il y a une compréhension de la maladie et des facteurs qui peuvent prévenir la maladie, qui m'ont, pour aller vite, peu à peu amené à penser que la méditation pouvait avoir un impact positif dans le vieillissement et en prévention de la maladie, notamment, parce que certains facteurs psycho-affectifs, émotionnels du vieillissement, stress, anxiété, dépression, problèmes de sommeil, sont associés à un risque accru d'Alzheimer, en plus de dégrader la qualité de vie dans le vieillissement. La méditation, par une pratique personnelle de la compréhension de ce que ça peut apporter, eh bien, j'ai pensé que ça pouvait vraiment avoir un impact positif et donc j'ai, dans le cadre de ma pratique personnelle, souhaité participer au DU, de Jean Gérard et voilà, ça a été pour moi vraiment à la fois une découverte de la méditation et qui m'a permis de l'installer dans ma vie quotidienne, mais aussi, voilà, plein d'éléments qui ont été, apportés pour apporter de l'eau au moulin de mon projet, de l'idée de peut-être travailler dans le vieillissement. Et c'est aussi à l'occasion de cette participation au DU que j'ai rencontré Antoine et que, moi étant, vraiment experte du vieillissement et pas de la méditation, scientifiquement, j'ai souhaité contacter Antoine, qui est l'expert de neurosciences méditation, pour, réfléchir avec lui à un projet sur, la méditation dans le vieillissement. Voilà un peu, je vous don on vous racontera avec Antoine, la suite, c'est-à-dire ce qui a amené après au projet européen qui s'est pas fait qu'avec Antoine et moi, mais voilà un peu pour, l'introduction concernant l'expérience du DU. Antoine, je te laisse, parler de la tienne. Oui, bah alors, moi, c'était donc à mon retour des États-Unis, quand j'étais en train de passer les concours à l'INSEM, Jean Gérard, comme je suis strasbourgeois, Jean Gérard a profité d'un passage à Strasbourg pour me parler de ce DU et m'inviter à y participer, donc il y a 10 ans, hein. Et ça m'a fait très plaisir. Et quand je rentrais en France, j'avais quelques appréhensions d'être un peu seul, entre guillemets, parce que c'est aux États-Unis, il y avait vraiment cet engouement pour la méditation. Et j'étais vraiment surpris et très positivement surpris de voir qu'il y avait toute une communauté de cliniciens, de médecins, de chercheurs aussi qui s'intéressaient à la méditation en France. Et notamment, le DU de Strasbourg a joué un rôle vraiment de catalyseur, au tel point que ça nous a inspiré à Lyon de faire aussi un DU, euh, c'est essayer de s'inspirer autant qu'on, enfin, d'aller dans la lignée du DU de Strasbourg, et on collabore avec Jean Gérard là-dessus. Et voilà, et ce que je peux rajouter, c'est que j'ai toujours trouvé ça très très inspirant pour moi d'aller au DU de Strasbourg, parce que ben, j'ai vraiment l'impression que ce DU non seulement permet de faire partager des connaissances scientifiques, des pratiques, mais ça a vraiment un impact presque sociétal, j'ai envie de dire, et que ça touche vraiment, il y a toute une communauté qui s'est mise en place, et ça me motive beaucoup. Et là, par exemple, à Lyon, j'ai vu des médecins qui commencent à faire développer des programmes pour les étudiants de la fac de médecine, de méditation. Il y a une étude qui se met en place sur de gestion du stress dans différents services à l'hôpital. Donc c'est vraiment voilà, très inspirant. Et donc un grand merci de m'avoir invité à participer à cette aventure. Et donc à cette occasion, j'ai rencontré Gaël. Et donc j'avais un projet en cours déjà de méditation, plutôt théorique, plutôt mécanistique. Mais c'était tellement intéressant comme projet que j'étais ravi et honoré de rejoindre Gaël. Et on a ensuite fait appel à plusieurs collègues en Europe. Et on a répondu à un appel assez très compétitif européen. Et je me souviens encore que Gaël nous a gentiment invités chez son père qui avait dans sa maison. On s'est retrouvés au début, c'était l'aventure au début. On n'avait pas de financement, donc on s'est retrouvés dans son salon, enfin, on a campé chez son père près de À Lausanne, 12, à avec 12, des matelas par terre, à manger, c'est par son terre, gratin voilà. de riz. Voilà, c'était la grande aventure. Et on a réussi à être sélectionnés. Il y avait seulement 3% d'élus. Voilà. Et tu veux parler un peu plus, Gaël, de la suite Non, je vais juste citer les noms principaux. Heu, Ouais. un projet européen comme ça, c'est organisé
en workgroup. Et donc, voilà, juste pour dire, c'est vraiment pas un projet que Antoine et moi, c'est un gros projet où il y a 11 partenaires dans 6 pays européens, et notamment pour ceux qui sont responsables de groupes de travail scientifiques. Je citerai Julie Gonod, qui est, on espère d'avoir un poste un jour INSERM dans l'équipe, Fabienne Colette en Belgique, Olga Klinecki et Patrick Villemier en Suisse, et puis Nathalie Marchand en Angleterre. Voilà. Et donc, on a fait un gros projet avec 2 essais cliniques, une batterie d'examens pour essayer d'évaluer de façon complète l'impact de la méditation sur vraiment plein d'aspects complémentaires du vieillissement. Et puis, on a également pris soin d'essayer de contrer toutes les limites méthodologiques des études précédentes, et notamment d'avoir vraiment une condition contrôle à la fois dit «passif» entre guillemets, et puis actif, qui soit comparable et dont on sait qu'elle a un impact positif sur le vieillissement également, pour comparer à la méditation. Voilà. Et Antoine, on peut peut-être maintenant parler un petit peu des résultats? ouais, mais dans le cadre de ce financement, donc Gaël a fait venir dans son labo 5 ou 6 experts en méditation pour voir s'il y avait si ça pouvait, l'hypothèse principale qu'il y aurait un changement anatomique et fonctionnel de leur cerveau tenait la route. Voilà, donc, vas-y, tu veux Oui. présenter? Oui, alors ça, c'était effectivement, merci de me rappeler d'en parler. C'était en amont de déposer le projet européen, parce qu'on n'avait aucune donnée préliminaire fiable, et donc on souhaitait avoir cette petite étude pilote pour essayer de convaincre d'avoir le financement. Donc, c'est vrai qu'on a, avec l'aide d'Antoine, très précieux, fait venir des «méditants experts» entre guillemets, donc des personnes qui avaient 10 000, 20 000 heures de méditation à leur actif. Dans le laboratoire, ils ont été scannés en IRM pour voir la structure de leur cerveau, et puis en TEP, une autre machine qui permet de le cerveau pour voir leur fonctionnement. Et puis on a comparé à une cohorte de personnes qui avaient le même âge, plus de 60 ans, mais qui n'avaient jamais médité. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y avait une préservation de leur structure et de leur fonctionnement, qui ont tendance à normalement décliner avec l'âge. Et là, c'était mieux préservé chez les experts méditants, avec certaines régions cérébrales plus particulièrement concernées. Et donc ça a été vraiment des résultats très encourageants qu'on a pu mettre dans l'appel d'offres envoyé à la Commission européenne, et qui a peut-être contribué à son financement. Alors, à l'époque, on a dû faire le pari de savoir quelle serait notre hypothèse, la mesure principale. Alors, c'est toujours ça, ce qui est toujours un peu angoissant dans ces grosses cohortes, c'est que finalement, on va faire beaucoup de mesures, mais on a le droit de poser, enfin, finalement, qu'une seule question. Donc, c'était quand même le moment de vérité, de savoir quelle est la question principale qu'on va poser. Et sur la base de la littérature à l'époque, il y a 2 régions qui reviennent très souvent dans les études cross-sectionnelles qui comparent l'anatomie des cerveaux des méditants et des novices. C'est donc l'insula antérieure, qui est vraiment impliqué dans tout ce qui est les processus d'interoception, d'affect, et le cortex singulaire antérieur, qui est impliqué aussi dans l'affect, dans la régulation de l'attention aussi, mais et le contrôle des émotions aussi. Voilà, donc c'est 2 régions limbiques et qui étaient aussi très pertinentes dans la littérature sur Alzheimer. C'est ça, Gaël? Alors effectivement, et notamment le singulaire antérieur, c'est une région qu'on retrouve de façon générale associée au phénomène de réserve, c'est-à-dire à un processus qui permet de protéger un peu le cerveau, et qui va être associé à des activités comme des activités plus générales, comme l'activité cognitive, l'activité physique, etc., qui procurent une réserve et protègent un peu le cerveau, notamment des maladies neurodégénératives. Et donc, avec Antoine et les autres partenaires du consortium, on a décidé de faire l'hypothèse de choisir ces 2 régions, mais pour le singulaire antérieur, de dire qu'il serait différent par rapport à la condition contrôle passif, du coup, parce qu'on pensait qu'il allait également être modifié dans le cadre du contrôle actif, qui était l'apprentissage de l'anglais, une langue étrangère, parce que c'était en France. Et alors que l'insula, c'était vraiment, on a pensé, plus spécifique à la méditation. Et donc, dans ce cas-là, on s'attendait même à ce qu'il soit différent par rapport au contrôle actif. Et puis, on avait également des mesures comportementales en tant que mesures secondaires principales. Euh, et ces mesures comportementales, pour refléter quelque chose de plus appliqué à la vie, en fait, enfin, qui se manifeste dans un comportement. Et donc, Antoine, peut-être, je te laisse dire un mot sur ces mesures comportementales. Oui, alors ça, c'était sur, heu, bah, peut-être une des évolutions enfin,
des thèmes qui ont émergé dans ces 10 dernières années, c'est peut-être un plus grande sophistication des modèles sur la théorique, sur les mécanismes de la méditation. Et un des cadres théoriques qui a intéressé, c'est cette notion d'une typologie de famille de méditation où il y aurait des pratiques qui seraient plutôt, on va dire, attentionnelles, qui vont développer la capacité à prendre conscience, à contrôler le contenu de l'attention, de réguler l'attention. Des familles, on va dire, constructives qui vont plutôt entraîner à, à- à- à induire des nouvelles habitudes, des nouvelles schémas psycho-affectifs. Donc, on peut penser par exemple à la pratique de la compassion et de la bienveillance. Et puis après, des pratiques, on va dire, plus déconstructives qui vont associer à l'exploration par la conscience de sa propre nature, de la nature des perceptions, la nature des pensées, des émotions. Et donc, il y a quelque part cette typologie de pratique qui a été introduite récemment. Et dans le cadre de du développement d'une mesure secondaire, on a, on a, on a choisi de développer une mesure composite de méditation qui permettait de caractériser un peu ces trois familles de méditation et quelque part qui renvoie dans cette théorie à différents mécanismes. Et alors, ce qu'on a fait, c'est on avait une dizaine de mesures psychométriques qui mesuraient la pleine conscience, l'interoception, euh, l'empathie, euh, la compassion pour soi, compassion pour les autres, euh, la capacité à se mettre à distance avec son mental. Voilà, on parle du décentrage ou la diffusion cognitive. Donc, toutes ces différentes échelles, on a ensuite choisi a priori, de voir dans quelle mesure ils correspondaient plutôt à des mécanismes type attentionnel, constructif ou déconstructif. Et donc, il y a 3 chercheurs comme ça qui ont classifié ces sous-échelles. Et ensuite, l'étudiant, donc Marco Schlosser, pendant sa thèse, il a démontré que quand on prend les échantillons de notre étude Meditaging, eh bien, on peut voir que effectivement, les participants euh, vont pouvoir se différencier sur ces 3 dimensions. Donc, c'est pas, ça ne capture pas la même information, si vous voulez. Et donc, on a utilisé ce composite de méditation pour caractériser l'intervention de méditation. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'effectivement, il y avait une supériorité, donc une augmentation euh, sur ce composite score de méditation qui était supérieur dans le groupe méditation par rapport au groupe contrôle actif et au groupe contrôle passif, et que c'était particulièrement vrai pour la dimension donc attentionnelle ou de prise de conscience, et la dimension de insight ou euh, de déconstruction. Voilà, donc ça nous permet d'avoir, donc on a pu comme ça développer un peu aussi montrer qu'il y avait des mécanismes particuliers en lien avec la méditation et qui semblent être des prédicteurs d'un certain forme de bien-être qui sont impactés par notre intervention. Alors, pardon, les résultats principaux, j'ai donné les résultats déjà, vas-y. C'est pas grave, c'est parfait et c'est vrai que ces, modifications comportementales qui étaient assez fortes, significatives statistiquement, eh bien, elles se traduisaient que de façon mitigée sur le cerveau et les mesures qu'on avait choisies. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas d'effet sur la structure et le volume associés, à la pratique de la méditation, que ce soit par rapport au contrôle actif ou passif. Pour le fonctionnement, c'est un peu plus compliqué parce que, il faut un seuil statistique et pour, voilà, choisir à partir de quand on dit qu'il y a un effet et on est juste en dessous de ce seuil statistique. Donc, ça veut dire que, il y a pas d'effet sur le fonctionnement, mais, la conclusion est un peu différente. Comme il y a une tendance et qu'on est tout près du seuil, on peut pas conclure qu'il y a pas du tout d'effet. On peut peut-être se dire que, une intervention un petit peu plus longue ou sur un échantillon un peu plus large aurait permis de montrer cet effet. En tout cas, il semble y avoir vraiment quelque chose au niveau, du fonctionnement et c'est vrai que, c'est avec maintenant où on a presque, 10 ans de recul, j'exagère un peu, mais au moment où on a dû choisir les critères principaux, c'était maintenant il y a de nombreuses années, c'est au moment où on a déposé le projet avant d'être financé, donc tout ça a pris, longtemps. Eh bien, c'est ce qui semblait le plus pertinent et c'est vrai que maintenant avec, le recul supplémentaire, c'est peut-être pas, on n'aurait peut-être sûrement pas choisi, le volume comme critère principal, et d'ailleurs ça rejoint d'autres résultats qui ont été obtenus, Antoine, si tu veux, du coup, Oui, reprendre la parole là-dessus, qui c'est qu'il y aurait des résultats auxquels tu as participé? oui, oui. Alors,
Ce qui va aussi dans ce sens-là, donc dans l'ordre de mon passage aux États-Unis, j'ai participé au premier un centre d'excellence du NIH sur premier centre de recherche sur la neurophysiologie de la méditation. Dans ce contexte-là, avec Richard Davidson et d'autres collègues, on a fait deux études mécanistiques en imagerie cérébrale pour comprendre et caractériser l'impact de le programme de 8 semaines de pleine conscience de John Kabat-Zinn, le MBSR, qui est un peu la référence aux États-Unis dans toutes les études cliniques. Alors, donc là, il y a déjà eu des précédents dans la littérature, et notamment une étude qui avait montré qu'il n'y avait pas d'effet vraiment d'intervention, mais ils avaient montré des corrélations ensuite entre le changement dans certains volumes, notamment dans l'amygdale, avec la pratique. Et c'était un article c'était une étude avait comme toutes les études un peu de limitation. L'échantillon était assez limité. Les méthodes n'étaient pas forcément bon. Enfin, c'était une des premières études. Mais en tout cas, il n'avait pas trouvé d'effet. Il y a surtout un effet avec les gens qui pratiquaient le plus. Et ce qui était intéressant, c'est que cet article a eu énormément d'impact. Euh, les auteurs de l'article ensuite ont écrit un article par exemple, par exemple, c'était le Harvard Business School, je crois, Harvard Business Review, donc des articles un peu de vulgarisation où quelque part c'était montré comme un fait établi que la pleine conscience changeait la structure du cerveau. Donc quelque part, notre étude qu'on a fait ensuite a été enfin ce qu'on fait beaucoup maintenant en science, c'est de la réplication. Donc on a cherché à répliquer. Alors c'était pas exactement une réplication parce que eux ils avaient seulement deux bras, nous on en avait trois. On avait un groupe contrôle actif, un groupe contrôle passif et une intervention standard de pleine conscience. On travaillait avec des personnes saines aussi, c'est très important, je pense. Et on l'a fait avec deux cohortes chaque fois, et pour atteindre, je crois, je sais plus, à peu près plus de 70 personnes par groupe, donc ce qui est assez énorme. Et la conclusion de cette étude, c'est qu'on n'a vraiment aucun effet sur l'anatomie du cerveau. Et l'étudiante qui a fait ce papier a travaillé de nombreuses années dessus. Elle a dû un peu batailler pour faire accepter son papier parce que c'était un résultat négatif, mais on l'a publié dans un très bon journal. Et elle a fait avec plusieurs méthodes différentes. Et le résultat est toujours le même, c'est vraiment un résultat négatif. Même si on a répliqué quand même le résultat qu'il y avait dans l'amygdale un effet aussi qui semblait être associé à la pratique. Donc quelque part, il semblerait que ça soit vraiment maintenant, on peut dire qu'il y a vraiment un effet de dose. Euh, Autant l'étude par exemple, de Tanya Singer, qui, je pense en parlera cet après-midi, semble assez convaincant, enfin, pour montrer qu'il y a des effets sur l'anatomie du cerveau avec son programme. Autant des programmes plus légers, comme le MBSR, semble qu'on peut dire maintenant que c'est probablement pas suffisant pour avoir des effets sur la structure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces mêmes cohortes, on avait aussi d'autres marqueurs, d'autres paradigmes, notamment des paradigmes sur la douleur, et on a pu montrer qu'il y avait des effets fonctionnels. Donc, par exemple, un marqueur, enfin, dans un paradigme de régulation de la douleur, de la douleur, eh bien, il y avait une différence d'un marqueur standard une carte neuronale en fait de la réponse du cerveau à la douleur qui semble être modulée en réponse à l'intervention de pleine conscience, MBSR, qu'on ne voyait pas chez les contrôles. Donc encore une fois, ça suggère qu'il y a probablement d'abord des changements fonctionnels qui vont être détectables et ensuite des changements peut-être anatomiques. Et c'est ce qui semble, enfin, une histoire qui semble être émergée maintenant à 10 ans après euh, ces premières études. Gaël, tu veux plutôt? Peut-être juste pour dire que ça, vous m'entendez bien parce que je vois que ma connexion n'est pas très stable visiblement. Bon. Euh, oui, pour dire qu'il faut bien voir que dans cette étude, on se situe dans le cadre du vieillissement. Donc, pas d'impact significatif sur la structure même d'un programme intense dans le cadre de Silver Santé. C'était quand même 18 mois à raison d'une séance de groupe par semaine, plus
sur tablette, un travail tous les jours pendant au moins 20 minutes, etc. Et les participants étaient extrêmement, ils ont suivi le programme de façon très impliquée, tous. Donc c'était voilà, quand même un programme assez intensif et on n'a pas d'impact sur la structure. Et donc voilà, donc après il faut voir que c'est une population âgée. Et donc sur la population âgée, on montre un impact sur tout un tas de facteurs, notamment bien-être, les facteurs Mm. qu'Antoine a mentionnés, capacité attentionnelle et régulation émotionnelle, etc. Euh, sur le fonctionnement, on voit qu'il y a presque quelque chose. Sur la structure, non, dans cette population. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut voir aussi. Peut-être que le cerveau jeune est plus facilement, les aspects de neuroplasticité qui se traduisent par des modifications de volume vont être plus facilement implémentables plus jeunes. Euh, mais ça ne veut pas dire que la méditation n'a pas un impact positif après, si on la pratique après 65 ans, puisqu'on montre un impact positif sur les facteurs comportementaux et fonctionnels. Voilà. Peut-être juste aussi mentionner. Ah oui, Antoine, tu veux rajouter quelque chose à ce propos-là? Ouais, Je c'était te juste vois pour les. ajouter que là j'étais en octobre aux États-Unis pour une conférence sur un peu d'experts sur la pleine conscience. Et à cette occasion, il y a un projet qui émerge m'enthousiasme beaucoup, qui s'appelle le projet Enigma Méditation, qui consiste à fédérer maintenant des jeux de données de différents groupes dans le monde pour pouvoir euh, ben, rassembler en fait plein d'études qui sont assez proches, mais qui souvent, comme la nôtre, on n'avait pas beaucoup enfin, on avait des tailles d'échantillons qui sont bien, hein, 45 par groupe, mais qui sont quand même assez limitées quand même par rapport à l'imagerie. Et l'idée, donc, toute cette approche, c'est d'arriver à fédérer en fait tous les données de toute la communauté pour pouvoir faire ensuite des sortes de méta-analyses, de combiner tous ces jeux de données et pour pouvoir vraiment arriver à des tailles d'échantillons assez importantes pour vraiment pouvoir ensuite quantifier plus finement les mesures et poser des questions qu'on ne peut pas poser dans une étude dans un seul centre. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et peut-être on arrivera, donc, d'ici quelques années, à avoir une vision plus fine d'en fait, de ce qui marche pas, dans quel contexte. Voilà. C'est juste une petite annonce. Je te repasse Voilà. le. Non, mais c'est super parce que justement, ça introduit peut-être le futur maintenant. Donc, Ouais. tout un tas de publications qui continuent, nous, on n'a parlé que des résultats principaux, en fait, mais il y a plein d'autres publications issues de l'étude Silver Santé Study qui sont en cours. Et voilà, vous pouvez suivre tout ça sur le site silversantéstudy.eu pour Europe ou .fr pour la version française. Et puis, la suite, c'est aussi, on a des mesures à plus long terme, donc ça sera intéressant de voir l'impact de la méditation sur ces mesures à plus long terme. On a avec Antoine décidé de développer une appli basée sur le programme qui a été développé spécifiquement pour les seniors dans le cadre de l'étude Silver Santé Study. Et donc, ça, c'est en phase finale de développement et on espère que courant 2024, on pourra tester l'appli et cette appli va continuer à recueillir des données de recherche pour toujours améliorer. Euh, voilà. Et donc là aussi, vous pouvez trouver des informations sur l'appli pour l'instant sur le site de l'équipe neuroprésage.fr. Et puis enfin, il y a un film documentaire qui a été tourné et qui en fait suit des participants à l'étude Silver Santé Study, qui est très touchant, je trouve, et qui permet en fait de se rendre compte de ce que c'est que participer à une étude, de participer à une étude sur la méditation, de méditer pendant 18 mois, les doutes, les craintes, et je trouve que c'est très, voilà, c'est bien fait, c'est une bonne. Il y a 5 seniors qui sont suivis dans ce cadre-là. On voit aussi les aspects scientifiques de l'étude. Euh, voilà un peu pour, Ouais, et puis vous pouvez trouver la bande-annonce, je pense, en tapant Golden Senior. merci. C'est sur le YouTube, vous pouvez le voir. Comme je dis, ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça très émouvant et ça montre vraiment une autre manière de communiquer le travail notre travail. C'est souvent ce qu'on fait finalement. Ce qu'on fait, si je peux prendre une métaphore, c'est presque regarder regarder les coquillages. Nous, on regarde les coquillages, les structures du cerveau. Alors que là, ce que vous voyez, c'est vraiment le, c'est un peu, nous, on voit les coquillages qui sont sur la plage, qui sont plus là, alors que là, on voit vraiment tout le vécu de la personne et toute la richesse de la singularité, aussi le contexte familial, les, les doutes, les espoirs. Là. C'est vraiment très intéressant comme documentaire. Et puis, c'est fait par
quelqu'un qui a fait aussi beaucoup de méditation. Donc je trouve il est pas du tout il est à une certaine distance et je trouve que c'est assez poétique. Et donc voilà, je vous recommande si vous avez le temps. Voilà, c'est Golden Seigneur de François Kohler. Et peut-être on se rend compte aussi de la difficulté de mesurer un impact significatif avec nos mesures quand on voit la complexité du mental humain et la richesse des impacts potentiels, mais aussi leur diversité. Donc, quand on regarde à l'échelle du groupe, eh ben, on réduit ces effets de façon très importante puisqu'il y a une grosse variabilité d'une personne à l'autre, à la fois de vécu et puis du coup de l'impact de la méditation, de leur sensibilité, de leur voilà, tout ce qu'ils sont amenés à vivre au cours de ces 18 mois, de leur haut, leur bas. Enfin voilà, donc ça rend modeste face à tout ça. Voilà. Et Voilà. C'est génial, hein. Vraiment, merci beaucoup tous les deux d'avoir été là et partagé avec nous.